Alors, bonjour à tous. Je commence par le traditionnel petit slide de présentation. Donc, je m'appelle Mathieu Lux, je travaille chez Zenica et plus particulièrement dans la partie agence web et design qui s'appelle AIA. Vous pouvez me trouver sur Sweep sur les réseaux sociaux. Alors, comme il l'a dit, je vais parler de Vanilla.js. Donc, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Vanilla.js n'est pas un framework. C'est le petit nom qu'on a inventé pour faire du JS sans les frameworks. Donc, le Vanilla.js, c'est du JS sans framework. Et donc, mon idée, au début de toute cette histoire, c'était de me dire, est-ce qu'on peut encore, aujourd'hui, faire un projet sans framework ? Mais comme je suis un peu joueur, j'ai pas voulu faire Vanilla.js tout court, j'ai voulu faire Vanilla.js 2018, moderne. Donc le truc qui utilise plein de nouvelles normes et le truc qui va chercher un petit peu les limites. Alors j'ai un petit disclaimer au début de ce talk, c'est déjà qu'il y a des vrais fans du Vanilla.js qui disent que tous les frameworks sont pourris et que le navigateur c'est l'avenir. C'est pas mon cas, moi je travaille avec les frameworks à longueur de journée. Mais je suis quand même fait cette expérience pour aller trouver des choses dont je vais vous parler tout de suite. Puis l'autre disclaimer, c'est que j'ai utilisé beaucoup trop de photos dans ces slides. Donc vous verrez, ça fait un peu photo de vacances, c'est rigolo. Donc j'en reviens, pourquoi faire une démarche pareille ? Donc la première réponse, c'est pas pour mettre en prod. Très clairement, pendant que j'ai fait le projet, des mises à jour navigateur m'ont fait stopper l'application du jour au lendemain. On revient un beau soir, on lance l'application, elle ne marche plus parce que Chrome s'est mis à jour et qu'il a pété un truc. Donc non, c'est pas pour mettre en prod. C'est pour s'amuser. Il y a une vraie valeur au side project fun qui n'a pas pour finalité de révolutionner l'univers, mais juste d'apprendre des trucs et s'amuser, et je vous conseille à tous. Il y en a une aussi, c'est pour retrouver le nord. Alors je ne sais pas si je suis un petit peu un dinosaure du web, je fais ça depuis longtemps, j'ai utilisé plein de frameworks, j'en utilise tous les jours, et au final, l'API des navigateurs, je fais du web tous les jours, et l'API du navigateur, je ne l'ai jamais utilisé directement, pratiquement. Donc c'est un peu retrouver les navigateurs, comment ils marchent pour de vrai, et qu'est-ce que font nos frameworks adorés. Alors, je me suis mis un petit projet perso, et pour qu'il soit drôle, je me suis mis des règles. 3 règles passionnantes. Vanilla.js, ça veut dire pas de code externe, ça veut dire pas de framework. Donc j'ai mis la règle extrême, pas une seule ligne de code externe au projet. Ça a l'air de rien, ça pique. Utiliser un maximum de nouvelles normes, forcément. Le but, c'est pas faire du jQuery sans jQuery. Le but, c'est d'aller chatouiller un peu ce qui se fait de mieux dans les navigateurs aujourd'hui. Sinon, on s'ennuie. Et celle-là, elle a l'air de rien. Vous verrez que parmi mes essais, elle a piqué. Il faut que ça marche dans 2 navigateurs. Alors, je ne demande pas tous, sinon je ne peux rien faire. Dans 2 navigateurs. Elle est importante parce qu'on a vite fait de faire du spécifique sur un navigateur et ça ne sera jamais un standard. Un petit mot, un petit slide politique pour dire que j'ai un peu menti. Si vous attendez à entendre que du JS, vous verrez que ce n'est pas du tout que du JS. C'est Vanilla Web plutôt. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend la plupart du temps dans Vanilla.js, c'est plutôt un site web sans framework JS, mais c'est un site web. Donc là aussi, c'est plutôt Vanilla Web. Donc c'est tout un ensemble de techno qui va essayer de répondre à un site web sans framework. Un petit mot sur l'architecture. Donc moi, j'avais mes idées un petit peu en tête, mais c'est pour vous présenter un petit peu la démarche. Donc en hyper condensé, un site web que j'aurais fait d'habitude avec mes frameworks, mes outils habituels ressemblerait à ça. Du Webpack, du Babel côté tooling, du React et d'autres frameworks côté code. Donc évidemment, ça c'est ce que je ne vais pas faire. Et donc j'ai tenté de remplacer ça comme ça. Je m'interdis Webpack, je m'interdis Babel.
Je vais voir ce que HTTP2 peut pour moi. Je m'interdis les frameworks, je m'interdis React, Angular, Vue. Je m'interdis tout ça. A priori, dans l'écosystème des normes du web, aujourd'hui, c'est les web components qui vont répondre à mon besoin. Et puis, il faut un projet prétexte. Le projet prétexte du web à l'heure actuelle, encore, c'est le To-Do MVC. Personnellement, j'en ai marre du To-Do MVC. J'en ai vu, je ne sais pas combien de confs j'ai vu sur To-Do MVC. Donc, j'ai un projet prétexte plus rigolo, c'est 2048. Donc, j'ai fait un 2048 en Vanilla.js. C'était passionnant. Bon, quand même, j'avais l'intelligence du jeu déjà codée. Je me suis vraiment contenté que du rendu. Alors, je me lance. On va voir pas mal de technos qui m'ont permis d'arriver au bout de mon 2048. Pour chacune des technos, vous allez voir que je vais présenter un tout petit peu la norme, l'organisme qui normalise, la norme et un tout petit peu de théorie. HTTP2, je m'y suis intéressé pour remplacer Webpack. Webpack, c'est le truc qui, je code plein de fichiers JS, il prend tout, il me fait un gros bundle. J'avais pas envie d'utiliser ça, j'ai envie de livrer mon JS directement dans le navigateur. L'HTTP2, théoriquement, il va pouvoir nous aider. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un protocole réseau normé par l'IETF, donc l'organisme qui normalise le TCP/IP et protocole IP, je crois. Enfin, c'est des vrais, avec des RFC qui piquent, tout ça. Il était une fois Google Speedy. Donc, en fait, HTTP1, il date d'il y a une quinzaine d'années, je crois. Ça faisait quelque temps que ça n'avait pas spécialement évolué. Google trouvait ça un petit peu trop lent, donc ils ont inventé leur solution à eux, qu'ils ont baptisé Speedy, qu'ils ont implémenté dans Chrome. Et l'IETF s'est dit, bon, c'est quand même pas mal, on va repartir de là, et puis on va taguer HTTP2, c'est arrivé en 2015, donc ça fait quelques temps. La théorie est la suivante, HTTP1, bon, c'est schématisé. HTTP1, le principe, c'était une connexion TCP/IP par requête à une ressource. Je requête d'abord le fichier HTML, je le lis, je me rends compte qu'il fait appel à d'autres ressources, je lui envoie une requête HTTP par ressource. Ça faisait ce schéma-là, encore aujourd'hui, ça marche dans tous vos navigateurs. HTTP2, ils se sont dit, un des premiers principes de Speedy à l'origine, c'était de se dire, une connexion TCP/IP à chaque fois, faire un uncheck TCP/IP pour chaque fichier, et des fichiers, il y en a, c'est pas top. Alors, dans HTTP2, on n'a qu'une seule connexion TCP/IP jusqu'à que la page soit chargée. Juste avec ça, sans rien changer, on parle d'amélioration de 2 fois de la vitesse. C'est pas négligeable du tout. Par contre, dans le contexte de mon projet, ça me fait ni chaud ni froid, ça va un peu plus vite, mais j'ai rien changé. Par contre, j'avais entendu que HTTP2 propose une fonctionnalité nouvelle qui est le push. Le push, c'est de dire que quand un serveur reçoit une requête sur index.html, il peut prendre l'initiative de dire si tu veux ce fichier-là, tu en as besoin d'autres. Et je te les envoie, que tu le veuilles ou non, je te les envoie. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ça peut remplacer mon Webpack. Je ne suis pas obligé de télécharger un fichier, me rendre compte qu'il en a besoin d'autres, en télécharger 3 autres, me rendre compte qu'ils en ont besoin d'autres, etc. Ce qui aurait été hyper lent. Là, je peux analyser tout mon code et envoyer tous les fichiers dont il a besoin en un coup. Donc ça, c'était ma solution de contournement à Webpack que j'ai essayé de mettre en place. Un petit point sur la compatibilité, c'est pas ce que vous verrez de pire aujourd'hui. Ça marche pas trop mal. Bon, IE11, borderline, mais quand même. Donc j'ai un peu spoilé ce slide. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, quand ils parlent de push, de toute façon, quand le push sera bien installé, Webpack ne servira plus à rien, on n'aura plus besoin de faire des bundles. Je dis ok, très bien. HTTP2 est release depuis 2015. Il est en prod à peu près partout. Et Webpack est en version 4. C'est un des projets qui se porte le mieux sur Internet. Donc, ça n'a pas visiblement vraiment disparu.
Alors, je m'y suis lancé pour voir ce que ça donne. Donc, je suis parti sur du Node. Je ne vais pas vous faire ce que c'est Node, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Il me fallait un langage et un truc pour le serveur. En plus, mon talk s'appelle Vanilla.js. Et pour tout avouer, je ne sais pas coder autre chose que du JS. Donc, tout va bien. Je pars sur Node. Ils ont un module natif HTTP2. Ça tombe bien, je n'aurai pas besoin de télécharger du code qui n'est pas externe au projet. Là, c'était un petit peu mon slide tristesse. Je voulais vous montrer un beau truc d'API avec du rouge, c'est instable et tout. Sauf que la 10.10, qui date d'il y a 2-3 mois, ils ont décrété que c'était stable, donc maintenant c'est vert. Donc, mon effet est raté. En tout cas, c'est natif et ça marche. Et du coup, j'ai codé. Bon. Là, comme ça, ce bout de code doit paraître un petit peu difficile. Je vous demande de vous concentrer juste sur le centre. L'idée, c'est de dire, j'ai une fonction qui s'appelle findPushFile. Je vais lire tous mes fichiers et je vais essayer de décréter ceux qui sont à pusher quand j'ai une requête. On la verra un peu plus tard, cette méthode. Et une fois que j'ai cette liste de fichiers à pusher, je fais une boucle et je les push un à un. C'est pas plus difficile que ça. Quand je reçois une requête sur mon index.html, je liste tous les fichiers que je dois envoyer et je les envoie. Je ne lui envoie le fichier qu'il demande qu'en dernier. Ça, c'est le cœur de mon serveur. Le if autour, c'est juste un garde-fou. Un garde-fou qui dit ça marchera en push ou ça ne marchera pas. Grosso modo, j'ai une liste de requêtes acceptées qui est très limitée. Je n'accepte que le index HTML à peu de choses près. Et si tu me requêtes autre chose, je ne serai pas d'accord. Donc soit ça marche avec le push, soit ça ne marche pas. Le push, alors, je fais un petit aparté. Si vous vous amusez avec les normes du web, vous finirez forcément sur ce blog et par connaître monsieur Jack Archibald, qui est un grand blogueur. Chacun de ces articles sont tellement travaillés que ça devient la doc de la fonctionnalité. Donc, je suis allé sur la doc. Lui-même admet que ce n'est pas évident à utiliser, ce qui est quand même relativement inquiétant. Pourquoi c'est relativement difficile à utiliser? C'est à cause de ça. Alors, le schéma est trop petit, vous n'allez pas pouvoir l'analyser vraiment en détail. C'est le schéma de tous les niveaux de cache qu'un navigateur traverse quand il doit accéder à une ressource de la page. Et vous voyez simplement de loin qu'il y en a beaucoup. Conclusion, quand vous faites du push, vous remplissez juste un cache qui s'appelle le push cache, qui est tout en bas dans l'application. Et que si jamais votre navigateur connaît le fichier d'une façon ou d'une autre avant, il ne va pas utiliser le push cache. Et connaître exactement comment fait le navigateur et comment il traverse cette stack-là, les DevTools ne vous le disent pas. Et il trouve le fichier d'une façon ou d'une autre, de la façon dont ça l'a arrangé. Et du coup, c'est pénible. Mais on finit par y arriver. Et au final, on a un serveur qui marche comme ça. Alors là encore, c'est un peu petit, mais vous verrez, vous pouvez repérer deux trucs. Alors déjà, dans la colonne Initiator, vous voyez que c'est push. Donc le DevTools est quand même sympa. Il vous dit que le fichier est arrivé grâce au push. Donc ça, c'est le moment où on est content. Et puis après, l'autre partie, c'est le waterfall. Donc c'est l'arrivée des fichiers progressivement dans la page. Donc là, vous voyez que tous les fichiers, on va dire une vingtaine de premiers, sont arrivés en même temps. C'est la petite barre bleue à gauche. Par contre, on voit qu'après, le navigateur fonctionne exactement comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il va interpréter les fichiers un à un et il va simplement les sortir du cache. Ils sont déjà arrivés, il va les consommer comme avant, au moment où il en a besoin. Donc le push, ça fonctionne. Il y a quelques petites blagues, mais ça fonctionne. Le seul défaut de la petite démarche que j'ai utilisée, c'est qu'il y a un endroit où j'ai dû coder du moche. Et c'est cette fonction findPushFile. À un moment dans le serveur, il faut que quand vous requêtez un document, il sache quels sont tous les fichiers liés. Et ça, c'est pas évident. Alors, je l'ai fait en brut. J'avais pas le droit à du code source externe. Alors, je l'ai fait en brut. J'ai passé tous mes fichiers sous des regexp. Et si je vois une structure d'import, je le rajoute dans ma liste des fichiers push et je récurse dans tous mes fichiers. C'est violent, c'est buggé à souhait. Ça, vous ne le mettez surtout pas en prod.
Mais dans mon cas précis, ça a marché. Conclusion sur le push. Le vrai problème, c'était cette fonction find push file. Comment faire pour savoir quoi pusher? À tel point que j'ai regardé un peu les docs d'Apache, de Nginx et compagnie. Alors on peut pusher des trucs, ils savent le faire. Par contre, il faut l'écrire en dur dans la conf. Donc, à moins que Webpack génère une conf automatiquement, ça va vraiment être compliqué. Donc ça, c'est un vrai problème que pour le moment, qui n'est pas résolu et qui fait qu'on push pratiquement rien sur Internet. Question de la minification et de la compression aussi. J'ai rien minifié, j'ai rien compressé dans ce cas précis, dans mon serveur. C'est pas forcément évident à faire, surtout sur une myriade de petits fichiers qui sont nos vrais fichiers sources. Voilà pour HTTP2, mais quand même, basiquement, ça marche, ça fonctionne. Maintenant, parlons du JavaScript en tant que tel, le JavaScript en tant que langage. Donc, si vous ne le savez pas, le JavaScript en tant que langage est normalisé par l'ECMA, un organisme suisse qui ne fait pas grand-chose d'autre d'ailleurs dans l'informatique. Et plus précisément par le comité Technical Committee 39, TC39, vous pouvez le retenir parce que c'est vraiment le mot-clé pour retrouver le processus de normalisation du JavaScript sur Internet. C'est très intéressant. Un petit historique du JavaScript, donc ça a 20 ans le JavaScript, ça est né en 97. Au début c'était un petit peu actif, on a eu 3 versions en 3 ans, c'était plutôt cool. Et puis après il y a eu la traversée du désert, de ES3 à ES 2015, le langage n'a pratiquement pas changé, il s'est passé 15 ans. C'était assez compliqué, on s'est retrouvé en 2010 avec un langage hyper vieillissant, et pourtant on avait déjà reçu Firefox et Chrome qui faisaient que ça marchait hyper vite. Donc là c'est bien parce que l'ECMA s'est réveillé, s'est standardisé, ça a mis des nouveaux processus de normalisation en œuvre. Et maintenant ça a complètement changé comme vous le voyez, on a une release par an, on a un langage qui a énormément évolué. J'ai tendance à dire que si vous n'avez pas fait de ES 2015, vous ne connaissez plus le langage tel qu'il est aujourd'hui. Donc forcément, dans mon petit projet, la question était, il est sympa ce schéma, dans mon petit projet, la question était, j'ai envie d'utiliser toutes ces fonctionnalités du langage, mais dans mon navigateur, je vais pas faire de magie. Donc ça, c'est le tableau de compatibilité. Alors évidemment, vous ne pouvez rien lire, mais vous voyez la bonne grosse colonne verte au milieu, ça c'est tous vos navigateurs récents. Ça veut dire que grosso modo, sur le papier, en tout cas d'après la norme, ça marche très bien. La première colonne rouge à gauche de la grosse colonne verte, c'est IE11. Voilà, juste pour la petite histoire. Du coup, a-t-on encore besoin de Babel? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'écosystème, une des normes à l'heure actuelle dans l'écosystème, c'est d'utiliser un script codé en langage moderne, utiliser un script qui va nous rabattre tout en ES5, le truc que comprend les vieux navigateurs. Mais on a vu que si on ne s'impose pas IE11, a priori, il n'y a besoin de rien. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de Babel? La réponse est non. On n'en a pas besoin. De tout ce que j'ai codé sur ce projet, je ne me suis mis aucune limite sur le langage. J'ai fait des fonctions asynchrones, j'ai fait des arrow functions, j'ai fait des consts, j'ai fait des var, j'ai fait tout ce que je sais faire de moderne. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec Chrome et Firefox. Donc c'est chouette. Babel ne sert plus tant que ça. D'ailleurs, depuis, pour la petite histoire, Babel a un système de configuration qui est en fonction des navigateurs cibles. Je vous invite à faire ça parce qu'il est capable de ne pas compiler quand ce n'est pas nécessaire. Conclusion. Alors les slides café, si vous n'avez pas encore compris, c'est mes slides conclusion. Conclusion sur le JavaScript, il n'y en a pas. La vie est belle. Le JavaScript moderne fonctionne dans vos navigateurs. Si par exemple vous n'avez pas à supporter IE11, virez Babel ou configurez-le pour qu'il ne compile rien parce que ça se passe très bien comme ça. Et que vous faites juste du code plus lourd et moins lisible pour le plaisir. À une exception près, les modules.
Donc dans ES 2015, il y a un truc qui s'appelle les JavaScript modules, que je n'aurai pas le temps de vous expliquer en long, en large et en travers, mais qui, grosso modo, consiste à dire que dans un fichier, on peut exporter des variables et les importer dans un autre fichier. C'est comme ça que tout le monde code en JavaScript normalement aujourd'hui. Mais si les navigateurs gèrent tout ES 2015, ça, c'est encore un peu plus compliqué. D'habitude, c'est un des gros travaux de Webpack. Il vous fait un bundle et il vous enlève tous les imports-exports que vous avez pu faire. Évidemment, je n'ai pas Webpack, je n'ai pas de bundle. Je veux que mon navigateur comprenne ça. On creuse un peu, on trouve sur Internet la syntaxe script type égale module. Ah cool, on peut charger son module directement. Alors, la petite séquence norme, comment c'est normé ce truc-là? On s'attend à tomber sur le W3C et on se rend compte qu'il n'y a rien. Quand le W3C fait défaut, depuis le grand drama XHTML, HTML5, quand le W3C fait défaut, il y a un espèce de concurrent qui s'appelle ça, vous le lirez parce que je ne sais pas le prononcer. Il y a un espèce de concurrent qui fait une contre-norme et qui oblige un petit peu le W3C à se bouger. Et c'est encore le cas sur cette spécification-là. Alors, script type égale module. Encore une fois, quand on ne sait pas comment l'utiliser, on va lire la doc, c'est-à-dire l'article de Jake Archibald, et qui nous explique tout bien comment ça se passe. Voilà. Grosso modo, quand on met une balise script normale, il s'attend à du JavaScript normal. Quand on met une balise script type égale module, il s'attend à se trouver dans un module, il isole le code du reste du monde, etc. C'est plutôt pas mal. Ça marche dans des navigateurs récents. Je ne vous parle pas d'IE 11 comme d'habitude. Voilà. Ça marche depuis Chrome 50, donc quand même, ça va. On est plutôt pas mal. Donc j'ai utilisé ça. Mes modules sont natifs dans les navigateurs. Ça marche dans Chrome, ça marche dans Firefox. Quels sont mes petits déboires? Déjà, c'est assez frais. Quoi qu'en dise le Can I Use, ça fait pas longtemps que c'est dans les navigateurs. Et surtout, un des problèmes, c'est que personne s'en sert. C'est-à-dire que Webpack, c'est tellement, tout le monde se sert tellement de Webpack que personne s'en sert et que donc forcément, il y a assez peu de retours. Une petite bizarrerie de la spec, tout script de forme de type égal module est considéré cross-domain par le navigateur. Et donc ça active plein de niveaux de sécurité qui sont parfois un petit peu chiants, mais j'ai fini par les contourner. Et le problème aussi, c'est les à côté. C'est-à-dire qu'on a des scripts dans les pages web, on a maintenant de plus en plus, on a des scripts dans les web workers, on a des scripts dans les service workers, on a des scripts dans pas mal de trucs. Et il faut que, étape par étape, les modules arrivent dans chacun de ces trucs-là. Et par exemple, je me suis pris un mur sur les modules dans les web workers sur Firefox. Ça, c'est les petites joies du Vanilla.js. Voilà. Bon, alors, potentiellement, quand vous avez vu Vanilla.js, vous vous êtes dit, ça va être un talk sur les web components. J'ai fait une introduction un peu longue, mais on y arrive. On va parler des web components. Donc oui, mon 2048, je l'ai codé avec des web components. Mais d'abord, les web components, c'est fait par qui? Donc c'est fait par le W3C. Donc on arrive enfin à l'organisme de normalisation du web, le vrai, le seul, l'unique. Donc c'est lui qui fait l'HTML et le CSS principalement. C'est pas lui qui fait le JS comme on l'a vu. Et il fait donc l'HTML, le CSS et toute l'API du DOM. Donc tout ce qui est l'API des navigateurs pour répondre en JavaScript. Et donc c'est eux qui ont la démarche d'implémenter une façon de décrire des composants directement dans les navigateurs sans passer par un framework. Donc là, la démarche qu'ils ont, c'est de dire on ne fait pas un framework dans le navigateur, on rajoute 4 API différentes. Ces API différentes, si vous les combinez à votre façon, on peut créer la notion de composant.
Donc je les passe rapidement. Ah oui, j'ai ce petit truc. Je les passe rapidement en revue juste après, mais il y a un petit problème avec une des normes. J'y reviens juste après. D'abord, on commence par se chauffer avec la norme simple, qui est la norme des templates. Alors, c'est de pouvoir écrire ça dans un navigateur. Donc, template, du code HTML, du code CSS ou du code ce que vous voulez. Et la fonctionnalité hyper avancée de la balise template, c'est de rien faire. C'est vachement pratique. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement pratique, effectivement. On peut positionner dans un document un morceau d'HTML qui ne sera pas rendu et qu'on réutilisera plus tard. Ça a l'air de rien, mais c'est très pratique. Alors le template, comme c'est simple, ça marche. Enfin, sauf i11. Les custom elements. Alors les custom elements, pour moi, c'est vraiment le cœur des web components. Et je l'illustre avec un exemple de code, un peu long, mais en vrai, il y a la première et la dernière ligne qui sont intéressantes. La première ligne, c'est de dire, je définis une classe, c'est de JavaScript si vous ne savez pas. Je définis une classe Hello qui est en HTML element. Donc la norme publie une nouvelle classe qui s'appelle HTML element. Donc une classe qui définit ce que c'est qu'un HTML element. Déjà, c'est assez puissant. Donc on définit une classe qui étend cette classe-là. On met du comportement dans la classe. Je passe ça pour le moment. Et la ligne importante, c'est la dernière. J'ai un nouvel objet dans le DOM qui s'appelle custom elements. Et je peux faire custom elements define, le nom d'une balise, et ma classe de comportement. Pour moi, ça c'est le cœur d'un composant. J'associe un comportement à une balise. Et c'est le navigateur qui sera en charge pour nous, à partir de là, d'appliquer ce comportement à cette balise. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un petit peu moins supporté par les navigateurs. Alors malheureusement, mon slide a 1 mois et j'ai eu la flemme de le mettre à jour. Mais Firefox 63 est passé, donc on a officiellement 2 navigateurs qui supportent les custom elements nativement sans flag sur Internet. Et ça, c'est plutôt chouette. Là, on sent quand même que c'est plus piquant, parce que Safari ne le supporte pas entièrement et Edge commence à travailler dessus. Donc là, pour le sortir sur tout Internet, c'est beaucoup plus difficile. On commence à sentir un truc aussi à ce niveau-là. On voit que Firefox traîne un peu la patte et que Chrome l'a implémenté depuis longtemps. On sent une influence, c'est que Chrome pousse, ou plus généralement Google pousse énormément cette technologie. Le Shadow DOM, la deuxième techno. Alors je l'ai exprès mis un exemple d'utilisation du Shadow DOM en dehors du contexte d'un custom element. C'est très souvent associé, mais la norme en elle-même n'est pas liée. Donc document.querySelector, je sélectionne n'importe quel élément du DOM, je m'en fiche, c'est juste un élément du DOM parmi tant d'autres. Et j'ai une nouvelle fonction qui s'appelle attachShadow, qui lui crée une zone de DOM en dessous de lui, qui s'appelle Shadow DOM. Donc elle a beau être shadow, on y a accès, hein, elle n'est pas machin, d'autant plus qu'on a positionné un mode open, je ne rentre pas dans les systèmes de mode, sinon on s'en sortira pas. Ce shadow, on en a une instance, et de cette instance, on peut mettre de l'HTML dedans. Et cet HTML sera rendu dans le navigateur. Donc cet élément du DOM a un spécial un spécial enfant, un enfant spécial qui lui permet de mettre ce qu'il veut dedans. On peut récupérer la référence à cet enfant, etc. etc. Cet enfant Shadow, il a des particularités par rapport à un enfant normal, et des particularités qu'on appelle ça l'isolation. Alors, pour être tout à fait honnête, ça sert principalement pour le CSS, c'est-à-dire que cet enfant particulièrement, son CSS est totalement isolé du reste du document. C'est la première fois en HTML qu'on peut faire ça, c'est-à-dire que le document CSS du reste de la page n'a pas d'influence
sur ce composant-là, sur ce morceau d'HTML-là précisément. Ça, c'est pour le coup, c'est un truc qu'aucun framework, ni React, Angular ou quoi que ce soit, n'est vraiment capable de faire. C'est simulé, mais c'est jamais vraiment fait. Donc ça, c'est une vraie nouveauté qui est plutôt cool. Vous devinerez évidemment que le plus souvent, on utilise un Shadow DOM associé à nos custom elements, mais je voulais vraiment montrer l'API sans que ce soit directement lié. Ça a exactement le même niveau de support que les custom elements, donc je ne reviens pas dessus. Et alors, les HTML imports. Pourquoi j'ai mis une grosse barre dessus? D'abord, voyons ce que ça permet de faire. Donc, c'est une nouvelle balise link. On a un nouveau rel qui s'appelle import et qui permet d'importer du contenu HTML depuis du contenu HTML. Donc de dire qu'un document HTML est enrichi par d'autres documents HTML. C'est une notion qui n'est vraiment pas évidente à l'heure actuelle. Cette balise link télécharge le document, le prépare dans le DOM, mais ne l'affiche pas. Donc en fait, c'est un petit peu comme notre balise template tout à l'heure. On récupère du contenu, mais il faudra que le JavaScript s'en serve pour que ça serve à quelque chose. Sauf que alors, soit vous lisez bien l'anglais, soit je traduis rapidement. Mozilla a dit les HTML import, on a les JavaScript modules, ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'aspect des HTML import, c'est un peu naze, donc on a décidé de ne pas le faire. Ils l'ont écrit ça en 2014. Dans le référence temporelle du web, ça correspond à l'Antiquité. Donc ça fait très longtemps que Mozilla a dit c'est nul, on ne le fera pas. Ça a une influence directe sur le niveau de support, c'est que grosso modo tout le monde sauf Chrome ne l'implémente pas et n'a pas prévu en plus de l'implémenter. Donc c'est là où on sent une influence quand même très très sévère de Google. Encore aujourd'hui, on trouve par exemple sur un site qui s'appelle webcomponent.org et qui est censé être généraliste, pas une production de Google, on voit que les HTML imports sont un standard normal des web components. Or, personne n'a prévu de l'implémenter, donc en fait c'est dead. Donc c'est là où je me suis rendu compte que ce jeu des nouvelles normes, et surtout les web components, sont quand même excessivement influencés par nos grands GAFA adorés. Mais ça ne veut pas dire que les web components sont morts, ça veut juste dire que cette API-là, cette façon de les implémenter, ne sera pas la bonne. J'ai à peu près réussi à mettre des web components pour rendre ma grille de 2048. L'index.html, je le trouve relativement propre, j'en étais assez content, il ressemble à ça. J'ai un seul script dans mon head, donc c'est pas de la grosse performance, il faudrait que je mette en dessous, etc., mais on s'en fiche. Dans ce cas-là, j'ai un fichier CSS, ça se passe plutôt bien, et dans mon body, j'ai une liste de balises qui ne sont pas du DOM normal, qui sont des balises que j'ai créées moi-même. Dans mon index.js, je télécharge toutes les custom elements.define dont j'ai besoin pour que ces balises aient un comportement et il se passe quelque chose. La plupart de mes custom elements, je les ai définis comme ça. Donc dans un fichier JS sous forme de module, avec un string template de S2015 pour faire une grande string dans lequel j'ai mis mon template. Je fais un custom elements.define, je lui donne le nom de ma balise et je mets ma classe. La classe JavaScript qui va implémenter le comportement de mon web component. Tous commencent avec un constructeur qui fait un attach shadow, donc qui utilise le shadow DOM à l'intérieur de mon web component. C'est là où je vous dis que Custom Elements et Shadow DOM, par exemple, ça fait partie d'un tout cohérent, mais si ce n'est pas moi explicitement qui fait le lien, un Custom Elements n'a pas de Shadow DOM nativement si on ne lui dit pas de le faire. Donc ça, c'est un bout de code, malheureusement, qui est pratiquement dupliqué dans l'intégralité de mes fichiers. Conclusion sur les Web Components. Configurer des contrôleurs de composants avec juste une classe et que tous les paramètres, tous les bindings, tous les machins sont à faire à la main et à réimplémenter à chaque composant, ça reste long. Sans parler des petits fanatiques React qui font de la programmation fonctionnelle un peu trop et qui
définir une classe à chaque fois, ça leur pèse un peu. Mais ça marche. Un truc étonnant aussi, c'est les web components. Je ne sais pas vous, depuis combien de temps vous en entendez parler. L'article de Mozilla date de 2014. On a l'impression que c'est là depuis tellement longtemps. Ça a été réalisé dans Firefox ce mois-ci, ou le mois précédent, en octobre. Bref, c'est encore tout frais, tout frais. J'en ai parlé, je ne réinsiste pas dessus, les influences entre le W3C et les différents grands groupes, on va dire. Par contre, ce qui est vraiment miraculeux et ce qui, je pense, excite toute la communauté autour des web components, c'est que vous avez un framework dans votre DOM. Vous avez un framework dans votre navigateur. Et ça, c'est cool. Donc là, je vous ai montré à peu près suffisamment de choses pour faire un 2048. Si vous dupliquez un peu de code, vous pouvez faire un 2048 avec ce que vous avez vu là. Sauf que je suis un peu extrémiste, donc j'ai dépassé les bornes et je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, moi j'ai des super frameworks et dedans il y a des belles idées et j'aimerais bien récupérer quelques-unes de ces idées pour avoir un code plus joli. Donc la première de ces idées, c'est le state management. Pour ceux qui connaissent, c'est l'idée qu'il y a derrière Redux, que je vais tenter d'expliquer en 2 slides, ce qui ne va pas être évident. De dire que l'arbre que vous voyez là, c'est mon arborescence de composants. Mes composants ont des composants enfants qui ont des composants enfants. On a de plus en plus tendance à visualiser les pages web souvent ce schéma-là. Et ce qui est pénible, le plus souvent, c'est de faire transiter les données entre 2 composants qui ne sont pas directement parents-enfants. Et de les faire transiter dans toute l'arbre, c'est très pénible. Donc, on invente le concept d'un store qui est en dehors de l'application et que tous les composants peuvent appeler. Moi, j'ai pas mal travaillé avec Redux, j'ai pas mal analysé Redux et la racine de son code, elle est très simple, elle fait quelques lignes. Donc, même dans un projet où j'ai pas de code source externe, pourquoi pas. Mais comme je suis un peu gourmand, je me suis dit, c'est la logique de mon application, elle n'est pas liée à mon rendu, donc je pourrais le mettre dans un thread, parce que pourquoi pas. Donc j'ai utilisé les web workers, je ne rentre pas dans le détail, ça ne marche pas trop mal, c'est assez fiable, ça marche même dans l'IE 11, donc on est bien. Et du coup, mon state management, il fait ça. Donc je ne rentre pas dans les détails de l'implémentation, mais bon, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas long. Ça, c'est, il faut 2 slides vu qu'il y a d'un côté. Donc ça, c'est la partie dans le corps de l'application et ça, c'est la partie thread. La partie thread, son seul rôle, c'est il reçoit un message, c'est une nouvelle action, il calcule le résultat et il poste le message du nouvel état. C'est la seule chose que fait le thread. Ensuite, mes composants, je peux rajouter ça dans mes composants, dans mes custom elements, pour être précis. Donc, dans mes custom elements, j'ai une fonction qui s'appelle connected callback. C'est mon life cycle pour dire ça y est, je suis prêt. Et dans ce cas-là, j'écoute mon store et à chaque fois que j'ai un nouvel état, je peux faire un nouveau rendu de la grille. Ça a marché, très bien. Donc Redux, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est très facile à recoder. Les web workers, c'est pratique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'avais pas les JavaScript modules dans mes web workers, ça m'a saoulé, mais bon, passons. Par contre, calculer les modifications du DOM est difficile à réaliser. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est que j'ai des tuiles, j'ai un nouvel état, et il faut que je redessine mes tuiles par rapport au nouvel état. Donc il y a la façon brute de fonderie, je vire mon tableau et je redessine un tableau de 0. Ça marche très bien, mais c'est moche et je n'ai pas mes animations. Moi, je veux mes animations. Ceci dit, personne ne l'a fait, à part moi qui ai joué avec 2048. Un 2048 sans les animations, c'est extrêmement désagréable. Quand on ne voit pas les tuiles se déplacer sur la grille, c'est très désagréable. Donc je voulais mes animations. Donc pour ça, il faut que mes tuiles qui se déplacent restent dans le DOM et aient juste une position différente. Donc il faut que je fasse une modification des tuiles pour qu'ils aillent au bon endroit. J'ai fini par Stalgola et
J'ai réécrit 3 fois et c'était un des trucs les plus pénibles de l'application. Et du coup, j'ai fait cette tête et je suis allé voir un truc. Alors, il me reste pas de temps, donc je vais aller très vite. Dans React, il y a un virtual DOM, c'est un algo générique qui est capable de comparer un arbre, le suivant, et de faire les modifications tout seul. Je me suis dit, hey, ça serait cool, mais le coder à la main, c'est dur quand même. J'ai lu un peu, il y a même un mec qui a fait l'article dont j'avais besoin, c'est-à-dire comment le faire. Alors je fais, bon, bah, si j'ai un article, je le fais. Je vous passe. C'est une fonction récursive, ça fait 100 lignes, c'est pas si fou, ça marche. Et au final, mon algo a été simplifié en ça, c'est-à-dire que je lui explique comment on fait une nouvelle grille et c'est lui qui déplace tout. Et ça, c'était cool. Un virtual DOM, ça se fait. Ça, c'est le moment démo, parce que même si j'ai pas le temps de faire des questions, il faut quand même que je vous prouve que ça marche. Après, c'est un 2048, j'ai conscience que c'est pas fou comme démo. Je peux juste vous montrer que... Alors, si j'arrive à augmenter... Non, j'y arrive jamais. Ah oui, j'arrive à baisser, mais pas à monter. Ça, c'est intéressant. Ok. Bon, alors, vous me croirez sur parole, mais il y a des shadow DOM et des shadow root partout. De toute façon, vous aurez accès au code. Et en tout cas, vous avez vu, si j'arrive à réinitialiser le truc, vous avez vu que j'ai des animations. Si, promis. Je vais conclure rapidement en disant que je suis encore allé beaucoup trop loin et que j'en ai fait un framework parce que faire un virtual DOM maison, c'est quand même cool et qu'à un moment dans sa vie, il faut avoir dit j'ai publié un framework sur Internet. Donc ça, c'est l'API du framework, mais je passe. Conclusion de toute la démarche, je me suis bien amusé, faites des projets fun, c'est rigolo. Par contre, jouer avec les normes, ben, on se prend des mises à jour dans les dents et ça fait mal aux dents. Il y a toujours, on a tendance à considérer qu'aujourd'hui, avec nos frameworks et avec les nouveaux navigateurs, on n'a plus de problème de navigateur. Donc ceux qui font du CSS savent que c'est faux. Et ceux qui font que du JS, je vous assure que si vous allez chercher les API un peu trop lointaines, vous retrouvez les limites et les différences entre navigateurs. Mais pour autant, il y a plein de bonnes choses. Ce que je vous montre là, ce n'est pas votre application dans 5 ans, c'est juste ce qui se fait aujourd'hui et une tendance. Mais il y a encore plein de choses à faire dans le web et tout le code est à cet endroit-là. Donc tout le code avec les composants, etc., etc. Merci à tous les photographes d'Unsplash que j'ai habilement volés. Merci à vous et ce sera tout. Merci. Et on a 3 minutes pour les questions. Bonjour. Merci. Petite question très technique. Ouais. Comment est-ce que tu passes ton store à ton custom element? Comment est-ce que je passe Comment mon est-ce store? que cet objet-là est connu à l'intérieur de ta classe? Alors, dans React, ils font des trucs très intelligents avec un contexte et tout. Moi, j'ai été un gros sauvage et j'ai fait un singleton dans un module. Ça marche drôlement bien. Ok. Du coup, est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de sortir quelque chose en prod sans framework? Quelque chose de fonctionnel et Ça dépend qui tu t'appelles. Si tu es une entreprise normale et que tu as des coûts de production à réaliser, non, c'est impossible. Totalement impossible. Après, je connais des exemples de... par exemple, il y avait un article d'Atom qui disait que certaines parties... donc Atom, l'éditeur de code qui est fait en technologie web, qui disait que certaines parties qui sont tellement structurelles pour leurs besoins qu'ils ont viré le framework pour leur réimplémenter les manipulations du DOM à la main. Mais c'est ponctuel pour des besoins absolus. Et des gens mettent des web components en prod, mais c'est avec des polyfills. C'est pas impossible, mais c'est avec des polyfills. Un petit mot, tant que j'ai pas de questions, c'est de dire aussi que dans ce projet, j'ai cherché encore d'autres
techno, etc. Il y a un service worker, il y a du CSS grid. J'ai pas le temps de tout passer en revue dans une session, mais voilà, c'est très riche. Merci à toi. Merci.